Alors, je m'appelle Félix-Antoine Bourbonnais, je travaille pour Elapse Technologies, je suis coach, mentor et formateur agile et spécialisé dans le coaching technique et d'équipe. Mon objectif aujourd'hui, c'est pas de faire une présentation technique. Alors, certains sont peut-être habitués que je fasse plusieurs présentations techniques par année, ça reviendra. Aujourd'hui, c'est plus une présentation sur la forme d'une réflexion. Je veux beaucoup plus essayer de faire réfléchir à qu'est-ce que l'agilité, mais surtout, quelle est la part d'excellence technique dans cette agilité-là. Pourquoi pensez-vous, en passant, s'il y en a qui disent « me semble qu'il a déjà parlé de ça, me semble qu'il a déjà fait une présentation sur la dette technique », bien, je vais être franc avec vous, là. J'aimerais ça arrêter d'en parler. J'aimerais ça pas être obligé de faire ça régulièrement, mais la réalité, c'est j'ai peur pour certains de mes clients qui ne voient pas cette portion-là et surtout qui n'atteignent pas tout le plein potentiel à cause de cette fameuse ligne de code-là. Pourquoi pensez-vous qu'Amazon est là aujourd'hui? Amazon n'est pas là aujourd'hui parce qu'ils ont une connaissance ou qu'ils ont quelque chose, un secret que les autres n'ont pas. Après tout, il y a plein d'autres compagnies qui ont essayé de vendre des machines ou des livres en ligne à une certaine époque. Amazon, c'est juste une compagnie de vendage de livres. Bon, OK, maintenant aux États-Unis, ils vendent peut-être du poulet congelé, là, mais c'est essentiellement une compagnie qui vend des livres. C'est pas une compagnie de TI à l'origine. Qu'est-ce qu'ils ont que les autres n'ont pas? Qu'est-ce que Uber a que les autres n'avaient pas? Uber, là, c'est juste mettre des taxis sur une carte et rentabiliser ça. Là. Ils n'ont pas une connaissance que les autres n'ont pas. La nouvelle ère qui s'amorce, c'est que certains économistes pensent que c'est amorcé depuis 2010, est une ère dans laquelle c'est pas la connaissance qui fait la différence, c'est la créativité. C'est ce que vous allez faire de cette connaissance-là. La connaissance est disponible pour tout le monde. D'ailleurs, en passant, Amazon va vous donner à peu près tout leur toolkit open source sur GitHub. Là. La connaissance est dans Google, tout le monde là. Puis si vous pensez que votre entreprise a une connaissance que les voisins n'ont pas, ben il y a quelqu'un d'autre qui va le mettre sur Google dans quelques heures. Ce que vous avez que les autres n'ont pas, c'est les gens. C'est la créativité, c'est la capacité de quelqu'un de prendre cette masse de connaissances-là et la ramener à un niveau dans lequel il se dit « Ah ouais, je viens de comprendre quelque chose que les autres n'avaient pas compris. » C'est cette créativité-là qui fait la différence. Dans les années 30, en fait, depuis 1910 environ, on est dans une époque, on a commencé l'époque industrielle, la révolution industrielle, pour laquelle les travailleurs avaient comme principale fonction quoi? Leurs bras. C'était les muscles. Et tranquillement, dans cette économie-là, il a commencé à avoir la robotisation, donc on a commencé à perdre un petit peu cette époque industrielle brute, c'était les bras. Et dans les années 60, il y a eu une petite révolution sur le plan du travail, grande révolution sociale, comme le montrait la vidéo, mais une révolution dans laquelle maintenant on cherchait des gens pour leur talent. On cherchait des gens surtout pas vraiment pour ça. On les cherchait pour leur connaissance, pour leur diplôme. Alors on regardait, tu as une maîtrise en telle affaire, on allait chercher des compétences complémentaires. C'est la révolution de la connaissance vers les années 60. Plusieurs économistes pensent maintenant que cette époque-là commence à être révolue. On passe dans une nouvelle ère qui serait l'époque de la créativité, dans lequel, en fait, ce n'est pas tellement le diplôme ou la connaissance qui fait la différence, c'est ce que tu fais avec cette compétence-là. Parce que la connaissance est partout. C'est tiré, en fait, vous allez voir une série de citations. Si vous pouvez lire un excellent rapport de Deloitte, la firme d'audit, qui a publié un white paper sur l'agilité. Pas l'agilité seulement en TI, l'agilité partout, dans tous les types d'organisations. En fait, la nouvelle ère est essentiellement basée sur trois choses. La capacité d'une entreprise à générer des nouvelles idées, sa capacité à générer des nouvelles technologies et la créativité de ses employés pour faire la meilleure solution. C'est essentiellement là-dessus qu'est basée la nouvelle économie qui s'en vient. Certains économistes pensent, et ça peut être discutable, mais certains économistes pensent que cette révolution-là sera plus importante ou à tout le moins aussi importante que la révolution industrielle. Ça pourrait changer complètement le paysage économique des entreprises. La bonne nouvelle, c'est que c'est probablement l'agilité qui est une des meilleures réponses à ça. Le président de General Electric estime, selon lui, que d'ici 2020, toute société, peu importe son champ d'activité, sera essentiellement basée sur du logiciel. Pensez-y 2 secondes.
Combien de vos entreprises peuvent générer de l'argent aujourd'hui sans son système informatique? Très peu. Tout dépend d'un système informatique en quelque part. Et cette journée-là, ça veut dire une chose. Toute votre entreprise va reposer sur une ligne de code. Chacune des lignes de code va pouvoir tuer ou va pouvoir faire vivre votre entreprise. C'est ça que ça veut dire. Quand vous voyez comme ça met une autre perspective sur le rôle que nous avons, nous, les professionnels. Les employés depuis longtemps à titre de développeurs, si on parle des développeurs, là, les développeurs depuis longtemps n'exécutent plus des plans. Du moins, j'espère que c'est révolu cette époque où on disait « Tiens, voilà un diagramme UML, code-moi ça ». Du moins, je pense que c'est pas mal révolu parce que si on regarde les statistiques, un employé en TI, son salaire moyen, c'est 68 000 $. Puis si on prend seulement les analystes programmeurs, le salaire moyen pour quelqu'un qui sort de l'université, c'est environ 50 000 et ça va jusqu'à 86 000 environ pour un senior qui commence à être sur le bord d'être tech lead. Ça peut aller jusqu'à 100 000 et plus en moyenne au Québec pour quelqu'un qui est dans un poste d'architecte, de coach, peu importe. Fait que d'après moi, à ce prix-là, on paye nos développeurs pour penser. D'après moi, on les paye parce qu'ils ont une compétence, ils ont quelque chose qui nous rapporte de la valeur. C'est fini l'époque où on considérait le développeur comme quelqu'un qui allait visser des boulons. Hein? Fais ça à longueur de journée, tu es remplaçable, il n'y a pas de problème, parce que je peux trouver n'importe qui d'autre pour visser un boulon. C'est fini. Les développeurs vont être encore plus au centre de votre entreprise qu'ils ne l'ont jamais été. Est-ce qu'on leur donne toute la latitude? Est-ce qu'on choisit correctement ces gens-là pour assumer toute cette responsabilité? Dans cette nouvelle ère-là, l'agilité va être déterminante. Alors, peut-être que vous vous dites, pourquoi en fait? Tout simplement parce que la nouvelle ère va faire en sorte que la complexité n'aura jamais été aussi haute. Ça, c'est la première chose. Mais surtout, la prédictibilité pour une entreprise n'aura jamais été aussi basse. Donc, les entreprises, dans cette ère de créativité-là, vont avoir énormément de misère à faire des plans. Parce que de toute façon, comme tout est basé sur la créativité, tu ne sais jamais qu'est-ce que ton concurrent va sortir et tu ne sais jamais quelle bonne, meilleure idée tu pourrais sortir toi-même. Donc, la prévision va être très difficile. La bonne nouvelle, c'est qu'on est dans une conférence sur l'agilité et on sait très bien que l'agilité vise quoi? À répondre exactement à ce problème-là avec plus d'empirisme. Hein? Dans le modèle de Cynefin, on dit, OK, plus on s'approche du chaotique, plus on est dans le complexe, compliqué, plus on veut faire de l'empirisme. Alors, c'est exactement ce qu'on a et c'est pour ça qu'on voit beaucoup dans le monde des économistes, des gens commencer à dire l'agilité qui est née un peu plus dans les TI devrait se transporter dans toutes les sphères de la société. Et de toute façon, vous n'aurez pas le choix puisque toutes les sociétés sont basées sur du logiciel. Alors, peut-être que vous vous dites, ah, ben, il n'y a pas de problème, je suis ici, je suis agile, moi. Je vais passer au travers de ça. Mais êtes-vous vraiment agile? Est-ce que chacune de vos lignes de code est agile? Tu es peut-être agile. La vraie question, c'est est-ce que ton code est agile, lui? Vous êtes-vous déjà demandé ça? Il faut faire en sorte que les humains, la culture de l'entreprise soit agile, mais le code, est-tu agile, lui? L'agilité, c'est essentiellement la capacité à s'adapter. C'est la capacité de dire, OK, si j'ai une nouvelle idée, s'il change quelque chose à mon environnement, je suis capable de me virer sur un dizaine puis je vais trouver d'autres choses. Je vais réussir à m'adapter. Ton code, s'adapte-tu facilement? Quand quelqu'un dans l'entreprise a une super idée puis dit, hey, on a un nouveau marché, on peut trouver un nouveau produit, un nouveau produit financier. Hey, vite, on va sortir ça. Rappelez-vous, ça prend une couple de lignes de code, là. Il faut faire quelque chose dans un système pour supporter quelqu'un, là. Et là, vous arrivez puis vous demandez une estimation. Et on va vous répondre 300 jours personne. C'est plus très agile, là. Vous êtes agile, vous êtes prêts, on va organiser le backlog, on va mettre ça en priorité. Oui, mais même en première priorité, c'est 300 jours. Là, quelqu'un qui dit, voyons donc, c'est pas de bon sens, ça. Comment ça que c'est 300 jours personne faire ça? Et là, il y a quelqu'un qui dit, c'est parce qu'il faudrait faire du refactoring.
Vous êtes lean. Super, en passant, je n'ai rien contre lean. Hein? C'est super, puis vous devriez commencer sérieusement à adopter ou lire ça. Mais votre code, il est-tu lean? En lean, on dit, OK, on veut un flux tiré. Fait que vous avez un super flux tiré. Il y a pas de... On a enlevé les bloquants. Alors, le tuyau, là, ça coule, hein, de l'eau, là, ça coule dans le tuyau. Ça n'arrête pas. On produit. Votre code, est-ce que vous avez éliminé le gaspillage dans le code? Est-ce que vous avez éliminé les bloquants dans le code? Votre code, il est-tu lean? C'est ce que Martin Fowler appelle le Flaccid Scrum. Le Scrum mou, le Scrum flasque. Alors, ça commence par une entreprise pleine de bonne volonté qui adopte l'agilité, prend Scrum, adopte même ses valeurs et ses principes. Super! Jusque-là, tout va bien. Change sa culture, s'engage un coach pour la culture. Mais sa progression est freinée essentiellement par une chose. Son code, c'est un foutoir. Pourtant, dès l'origine, si vous remontez au manifeste agile, vous allez trouver le 9e principe qui disait déjà qu'il fallait porter une attention continue à la qualité du code, et à son architecture, et à son design, à sa propreté. Le syndrome est le suivant. Vous avez un flow, surtout si vous pensez lean, là, en termes ou Kanban, vous voyez le flow, puis vous vous dites, OK, il faut que ça spinne, il faut que j'enlève les bloquants, il faut arrêter, il faut commencer par finir hein, avant de commencer d'autres choses. Super! Sauf que le problème, c'est qu'en fait, vous naviguez sur une vélocité qui n'est pas la vraie. Vous êtes en train de travailler, alors vous faites le sprint 1, et là, vous cumulez de la dette technique parce qu'en fait, le code n'est pas agile. Alors, vous avez des individus qui sont peut-être agiles, mais pas le code. Alors, résultat, c'est que là, le tuyau se rétrécit, votre vélocité commence à chuter. Là, c'est pas très visible parce que généralement, il y a un petit bump au début parce que la partie organisationnelle s'améliore, la partie surtout gestion d'équipe avec Scrum. Les équipes, après, j'ai commencé au sprinter, mais ce serait plutôt, mettons, après une coupe de sprint où on commence à être bon, on a un super bon Scrum Master, ce qui fait en sorte qu'on a un petit bump parce qu'on enlève tout ce qui était un peu de gaspillage d'un point de vue de la gestion de l'équipe, du point de vue de la communication, du point de vue des interactions entre les personnes. Mais la réalité, c'est que ça cache en arrière le fait que mon code, lui, est toujours pas agile. Et là, comme ça, on descend jusqu'à temps que notre vélocité soit nulle. Et là, il y a quelqu'un qui va dire « Ouais, mais il n'y a rien à faire, là. Si on veut continuer à avancer, on va faire une refonte. On va refaire le logiciel. » C'est pas agile, hein? En passant, faire une refonte, ça ne produit aucune valeur d'un point de vue théorique, là, et c'est pas agile. Et votre agilité a été freinée par quoi? Une ligne de code. Le fait de livrer et d'accepter un produit ne le rend pas pour autant soutenable à long terme. C'est ça le problème. Il faut s'assurer que ce qu'on livre au client à chaque itération produit de la valeur. Il faut s'assurer que ce qu'on livre à chaque itération est de bonne qualité extérieure pour le client. C'est hyper important. Mais par contre, si vous ne faites pas attention à la qualité interne de votre logiciel, vous ne pourrez juste pas soutenir ça. Beaucoup d'entreprises ont appris à leur dépens, là, avec l'expérience, que le coût d'un projet de développement, c'est minime à côté du coût de maintenance d'un logiciel. C'est rien. Et ça ne va pas aller à s'améliorant. Parce que comme on l'a vu tout à l'heure, dans la nouvelle ère, le logiciel va avoir une place encore plus prépondérante. Ça veut dire que vous allez maintenir le logiciel encore plus longtemps. Vous ne pourrez même plus vous permettre de dire « on va le refaire ». On va juste continuellement l'améliorer parce que notre core business, c'est ça. C'est ce code-là. Alors, imaginez le coût quand vous n'avez pas d'excellence technique. À chaque fois où on tourne les coins ronds, volontairement ou involontairement, à chaque fois qu'on n'a pas cette excellence technique-là, vous faites grandir la partie la plus coûteuse. À chaque fois que vous coupez dans des tests, à chaque fois que vous coupez dans la qualité interne, vous coupez du mauvais bord de l'équation, en fait. Il y a seulement une possibilité de réussir comme combinaison. C'est d'avoir à la fois de la qualité interne et externe. Si vous n'avez pas de qualité externe, donc la qualité externe, c'est la qualité, est-ce que je développe le bon produit? Est-ce que ça fait l'affaire de mon client? Est-ce que mon client est satisfait? La qualité interne, en résumé, c'est plutôt le code. Est-ce que le code, lui, est de bonne qualité? Bien, si vous avez ni un ni l'autre, il y a une bonne nouvelle. Vous allez échouer rapidement.
Ben oui, parce que votre client va dire « Je ne veux pas acheter ton produit, ça ne m'intéresse pas ». Ou vos utilisateurs ne l'utiliseront pas, vont passer leur temps à chialer. Donc la bonne nouvelle, c'est que vous allez échouer rapidement. Par contre, si vous avez une super qualité externe, donc vous fournissez de la super qualité à votre client il est hyper satisfait, mais que vous n'avez pas de qualité interne, la mauvaise nouvelle, c'est que vous allez échouer. Mais ça va être une lente agonie. Parce que vous allez livrer plein de valeur à votre client au début. Et tranquillement, vous allez commencer à livrer de moins en moins de valeur. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui peuvent encore se permettre ça de nos jours. La nouvelle génération Y, là, elle ne se dit pas quand elle utilise une application sur son téléphone cellulaire « Oh, ça doit être moi qui ne sais pas utiliser l'informatique. » Elle ne dit pas ça pantoute, là. Elle regarde votre application, elle dit « Je ne comprends pas comment ça marche. » Elle ne dit pas que c'est de sa faute, là. Elle se dit « Ben pourri, ça, là, là. » Puis il fait quoi? Il s'en va dans le Google Play ou dans l'Apple Store, puis il en choisit un autre. Je sais pas vous, mais moi, ça m'est arrivé souvent, là. Même des applications que je sais depuis un an, puis à un moment donné, il t'envoie une version buggée, ça ne marche plus. Bon, il y a sûrement une autre application pour utiliser Twitter. Ça prend 2 minutes pour perdre un client. Alors, ce n'est pas juste d'offrir un bon produit la première fois. C'est d'être capable de maintenir cette qualité-là dans le temps parce que vos nouveaux utilisateurs ne vous suivront pas. Peut-être que vous vous dites, OK, je ne suis pas une compagnie de produits sur téléphone cellulaire, c'est les pires, c'est leur problème. Moi, je vais prendre le pire, là, je suis dans le bancaire. Fait que moi, ça ne me dérange pas. Ouais! Qu'est-ce que vous pensez que la nouvelle génération se dit quand elle télécharge votre application et qu'elle marche mal? Elle se dit, c'est-tu à l'image de comment ils utilisent mes données dans la banque, ça? Puis là, ils regardent les concurrents et ils disent, hein, cette banque-là, elle supporte les photos de chèques? C'est cool, ça? Bon, on va l'essayer. Transférer des fonds. Puis là, si vous pensez que vous allez les retenir parce qu'il ne fait pas transférer de fonds, ça prend 2 minutes le soir, là, changer ça. Là. Pas long. Le seul moyen de réussir dans ce monde-là, c'est d'avoir une qualité et de la maintenir. Si vous n'êtes pas capable de maintenir votre qualité, vous allez juste échouer lentement. La seule combinaison qui vous donne un succès potentiel, c'est d'avoir de la qualité externe soutenable. Ça vous prend un bon produit, ça vous prend un produit bien fait, puis en plus, il faut que vous le sortiez rapidement. C'est pas facile, hein? La bonne nouvelle, c'est que l'agilité est là pour nous aider là-dedans. Mais encore une fois, est-ce qu'on est complètement agile? Et complètement agile, soit dit en passant, ne veut pas dire « je respecte toutes les valeurs, j'ai fait la checklist, machin ». C'est pas dans ce sens-là. C'est est-ce que les principes d'agilité qui sont pour vous importants s'appliquent autant à votre organisation, autant à vos équipes et autant à votre code? En fait, en agilité, ça prend au moins 4 grands axes. Ça prend, oui, des pratiques d'équipe, ça prend de la gestion d'affaires et de produits, ça prend de la gestion de projet, mais ça prend aussi des pratiques techniques. Mon expérience, c'est que beaucoup d'entreprises mettent beaucoup d'efforts dans les 3 qui sont en bas, mais très peu dans l'excellence technique. Très peu d'investissement, mais surtout très peu d'investissement humain en termes d'importance. Pourtant, c'est ce qui reste le plus longtemps. En bout de ligne, ce qui va déterminer si vous avez produit de la valeur ou pas, c'est la ligne de code. La bonne nouvelle, c'est que la communauté, clairement, est en train de se réveiller. Je suis allé à Agile 2015 à Washington cet été et il y avait 39 conférences sur les pratiques de développement et le DevOps. C'est un changement important. Il y a quelques années, l'Agile Alliance était très critiquée pour avoir beaucoup trop de conférences débalancées, en fait. Ils ont eux-mêmes envoyé un communiqué en disant « Bring the technical part back ». Et ce n'est pas la seule chose qu'ils ont fait d'ailleurs. Il y aura dorénavant, ils ont annoncé il y a 2 semaines environ, que dorénavant, il y aura 2 conférences de l'Agile Alliance. Il y aura la conférence Agile 2016, mais il y aura aussi la Agile Alliance Technical Conference. Parce qu'ils se sont rendus compte que malgré tous les principes qui sont excellents pendant des années dont on a fait la promotion, sont excellents, mais ne peuvent pas réussir à long terme si vous n'avez pas d'excellence technique. Et soit dit en passant, j'ai été très surpris en y allant de voir qu'il y avait 3 conférences à Washington qui avaient exactement le même titre ou à peu près que la mienne. Alors, on n'est pas tout seul. Ça, c'est la bonne nouvelle.
Et c'était là depuis le début, Ken Schreiber, dès le départ de Scrum. Faut voir l'historique. Scrum et l'agilité, quand c'est né au départ, c'était plutôt technique. Et à un moment donné, il y a des gens qui se sont dit, maintenant qu'on est bon dans les parties techniques, notez bien cette partie, maintenant qu'on est bon dans nos pratiques techniques, bien, il faudrait être aussi agile d'un point de vue de l'organisation. Puis là, on a eu Scrum, il y a des gens qui sont allés voir Lean avec la méthode Toyota, et on a bâti, mais tout ça était basé sur le fait qu'on était bâti sur des pratiques techniques. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir beaucoup de clients qu'en fait, le phénomène est totalement inversé. On a de plus en plus des solides pratiques de gestion en agilité, mais on n'a pas de pratiques techniques. Pourtant, c'était ce qui était prévu à l'origine, c'est ce qui était imaginé. Je tiens à dire que l'excellence, j'essaye de vous répéter ça depuis le départ, mais l'excellence n'a pas rapport avec la perfection. La perfection peut vous amener à la paralysie. L'excellence, c'est juste de faire du mieux que vous pouvez et d'aller chercher les connaissances et les compétences pour être bon. C'est faire du mieux dans les contraintes que vous avez. Le principal défi en réalité d'une entreprise agile, c'est de combattre la complexité de son logiciel dans le temps. Et pour ça, pour être capable de continuer à avoir sa capacité à changer, ça vous prend architecture évolutive, réusinage, clean code, tests automatisés, mais attention, ça vous prend aussi un élément essentiel, la responsabilisation. Ça vous prend des développeurs engagés. C'est le seul moyen quand même. Vous ne pouvez pas rentrer dans la tête de quelqu'un. Hey, fais du code propre. OK, tu peux même le surveiller. Mais à toute fin pratique, ça ne contribuera pas à l'excellence de votre entreprise parce qu'il ne se sent pas responsable. Et là, vous allez avoir plein d'exemples de ça. Hein? Je ne sais pas si vous savez, Netflix a un Chaos Monkey qui se promène dans le code de production, en fait, qui se promène dans l'environnement de production et qui tue des services, voir qu'est-ce qui va arriver. Il y a une raison pour ça. C'est forcer tout le monde à être excellent et dire « Hey, toi, là, quand tu vas faire push, là, tu es conscient là, que ça va aller en prod et que ça va peut-être péter. Tu es sûr de ce que tu fais? » J'ai malheureusement entendu de mes propres oreilles des gens dire, des développeurs dire « Oh, je ne sais pas si ça marche, de toute façon, il y a un QA qui va le tester. » Ça ne marchera pas. Pourtant, les principes sont connus, là. Solid Principle, Simple Design, tel long task, test unitaire. On connaît ça. Et là, il y en a des plus émergents, DevOps, pyramide de test. Ces principes-là sont connus, mais le problème, ce n'est pas la connaissance, c'est l'excellence, en fait. OK. Mais cette excellence-là, en fait, doit passer par essentiellement une chose. Les gens. Les personnes. Vos développeurs. Vos professionnels. Est-ce que mes talents sont créatifs? Puisqu'on est dans une ère de la créativité, est-ce que mes développeurs sont créatifs? Est-ce que tout le monde dans mon entreprise contribue à cette créativité-là? Bien, si on en croit des chiffres américains, pas vraiment. Selon une étude américaine, 69% des Américains ne sont pas engagés à leur travail, dont 18% sont fortement désengagés. Ça veut dire que, OK, c'est pas ventilé par secteur d'activité, mais demain, là, non, pas demain, c'est samedi. Lundi, quand vous allez revenir à votre travail, regardez vos collègues. Si vous êtes gestionnaire, regardez vos employés. C'est très possible que 20% environ, 18% d'entre eux, soient assis là, mais n'aient aucun intérêt dans votre entreprise. Pensez-vous que ça va stimuler la créativité? La même étude dit que ça coûte environ 300 milliards de dollars. Les 18% fortement désengagés coûtent 300 milliards de dollars en non-productivité aux États-Unis chaque année. C'est à peu près l'équivalent du budget de la défense américaine. Puis là, vous vous dites, oui, mais c'est normal, dans une entreprise, il y en a qui vieillissent, qui commencent à être moins engagés. Non, pas pantoute. C'est les jeunes les plus désengagés. Statistiquement, c'est les millénaires qui sont les plus désengagés au travail. Puis peut-être qu'on pourrait dire qu'ils sont très, très jeunes. Non, regardez le graphique. Ça s'en va de pire en pire selon l'âge. Plus vous réduisez l'âge, pire c'est. Mais est-ce que nos entreprises ont un environnement qui permet à ces gens-là d'être engagés, selon leurs valeurs? Il y a une étude, il y a un document qui est paru dans le journal Les Affaires il y a un mois environ qui parle des entrepreneurs de la génération Y québécois.
La bonne nouvelle, c'est qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui veulent partir d'entreprise. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est de voir quand on leur demande pourquoi partez-vous une entreprise. C'est la première génération d'entrepreneurs qui n'ont pas vraiment d'intérêt à partir des empires. Ils n'ont pas le goût d'être bombardiers, ils n'ont pas le goût de partir des grandes entreprises. Ils veulent juste partir leur entreprise pour être leur propre patron, avoir du fun, être capable de mettre en place, mettre en vrai leur idée. C'est ça qu'ils veulent. Et ils disent, j'arrêterai mon entreprise la journée où je serai un gestionnaire. C'est la première génération d'entrepreneurs qui ne souhaitent pas être gestionnaires. L'autre caractéristique, c'est qu'ils partent généralement 1, 2 ou 3 entreprises en même temps en se disant « je vais tuer celles qui ne m'intéressent pas ou qui ne marchent pas ». Je veux juste avoir du fun, j'ai plein d'idées, je veux les réaliser, je vais partir de mon entreprise. Bon, il y a un phénomène de mode là aussi. Mais est-ce que nos organisations actuelles sont dans un mode pour être capables de contenter cette génération-là? C'est eux qui vont créer. La bonne nouvelle, c'est qu'ils sont probablement formés et ont un esprit plus créatif où ils savent qu'ils vivent dans ce monde-là. Mais est-ce qu'on a l'environnement pour les aider? Je donne des cours à l'Université Laval, je viens de Québec, je donne des cours à l'Université Laval chaque année, comme chargé de cours. Je parle avec les meilleurs de la classe et je leur demande, OK, mettons les 25% meilleurs environ, là. Qu'est-ce que vous voulez faire? Voulez-vous des stages? Avez-vous besoin d'aide? Bien, pour commencer, cette année, j'en ai 3 qui ont déjà parti de leur entreprise. Ensuite de ça, la majorité d'entre eux répondent « Ah, moi, les grandes compagnies, j'envoie pas mon CV. S'il y a plus que 100 personnes, je ne veux pas envoyer mon CV. » C'est dommage, là. C'est dommage. Il y a une partie, malheureusement, de... C'est leur perception. OK? Ça ne veut pas dire qu'ils n'aimeraient pas ça. Ils ne savent pas. Mais qu'est-ce qu'on fait comme entreprise pour leur mettre le bon environnement? Vos développeurs, là, si on se centre sur l'excellence technique, vos développeurs sont au cœur de votre production. Moi, là, comme coach, quand je suis dans une entreprise, là, je ne produis pas de valeur. Moi, j'assiste la production de valeur. Je donne le maximum pour faire en sorte qu'ils en produisent plus. Mais ce n'est pas moi qui ai produit. Je n'ai pas frustré les gestionnaire, mais les gestionnaires ne produisent pas de valeur. Les gestionnaires gèrent de manière à ce que les gens qui produisent de la valeur en produisent. Mais un gestionnaire, pas d'employé, à moins qu'il commence à être développeur, il ne produit pas de valeur. Là. Il aide la production de valeur. Google va vous dire que la chose la plus importante dans leur excellent livre How Google Works, ils vont vous dire que la chose la plus importante qu'une entreprise peut faire dans son histoire, c'est d'engager. Quand vous embauchez quelqu'un, c'est l'affaire la plus sérieuse que vous pouvez faire. Parce que cette personne-là peut propulser votre entreprise. Cette personne-là, si c'est un développeur, peut avoir des idées incroyables, peut faire en sorte d'écrire le meilleur code, mais il peut aussi tuer votre entreprise. Il peut tuer votre culture aussi. C'est pas à prendre à la légère, mais là, vous allez dire, OK, mais qu'est-ce qu'on cherche? Bien, pour commencer, dites-vous que oui, le marché du travail fait en sorte que c'est difficile d'embaucher des gens, mais qu'il vaut mieux avoir une personne excellente que 10 mauvais. Avez-vous déjà pensé que chez IGA, là, à l'épicerie, quand il y a quelqu'un, un emballeur là, qui ne fait pas sa job comme il faut et qui casse des pots, là, ils le mettent à la porte et le problème, c'est fini. Il ne cause plus de problème. Avez-vous déjà pensé qu'un développeur dans votre entreprise, là, quand il code mal, là, puis que vous le mettez à la porte, c'est pas fini. Son code, il reste. Ce qui nous ramène à l'embauche. Vous cherchez, Google va vous dire qu'eux, ils appellent ça des smart creatives. Google va chercher des gens qui ont une excellence technique, qui sont techniquement extrêmement connaissants et compétents, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que la personne ait aussi une petite expertise d'affaires. Ils ne cherchent pas des pleins entrepreneurs qui veulent partir leur entreprise, mais ils cherchent des gens qui ont une petite fibre. Pourquoi? Parce que dans la nouvelle ère de la créativité, ce qui va vous différencier, c'est la capacité de chacune. Vous allez remettre le pouvoir dans les mains des gens, et c'est chacune de ces personnes-là qui vont créer quelque chose. Il faut qu'il y ait un petit peu d'esprit d'affaires pour être capable de juger de ce que je fais là, ça a de la valeur, ça n'a pas de valeur, c'est-tu rentable, c'est-tu pas rentable, c'est un bon investissement. Mais en plus, il faut qu'il y ait de la créativité. Si vous voulez plus de détails, Google va vous dire que ça prend des créatifs. Ça prend des gens qui sont des jets à nouvelles idées. Tu sais, ça n'arrête plus, là. Toute la journée, il y a des bonnes idées. J'ai déjà été malheureusement dans une entreprise où j'ai entendu quelqu'un dire « Ah, le nouveau qu'on a rentré, là, c'est épouvantable, il y a trop d'idées. » Ouh!
OK, peut-être qu'il y a trop d'idées dans le sens que c'est pas canalisé, là. OK, c'est peut-être pas toutes des bonnes idées. Moi, j'aime mieux avoir quelqu'un qui a 10 mauvaises idées puis une bonne que quelqu'un qui n'a pas d'idées. Mais il faut apprendre à canaliser ça, par contre. Ça prend des gens curieux, des gens qui vont constamment remettre en question le statu quo. C'est fatigant, OK, je suis d'accord, oui, ça peut être épuisant, mais c'est des gens qui, à chaque moment, vont se dire « Ah, non, ce qu'on fait là, je suis sûr qu'on peut faire mieux. » Parce que c'est des gens qui sont juste poussés par l'excellence. Qui ont une intelligence d'affaires, on l'a dit, mais qui sont aussi créatifs, risqués, dans le sens qu'ils n'ont pas peur d'échouer. Ils vont se dire « Hey, je vais l'essayer, on va voir dans 2 semaines si c'est une bonne idée, sinon on va arrêter ça. » Mais c'est aussi des gens autonomes et communicatifs parce que de plus en plus les entreprises, et l'agilité, ça fait longtemps qu'elle dit ça, de plus en plus les entreprises doivent faire en sorte de donner le pouvoir aux gens. Hein? Ce qu'on appelle l'empowerment. Donner le pouvoir, la responsabilisation à tout le monde dans votre entreprise. Mais à ce moment-là, ça prend des gens autonomes. Ça prend des gens qui sont capables de communiquer aussi. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Parce que c'est peut-être pas cette personne-là qui a la bonne idée. C'est peut-être quand lui va parler de sa bonne idée au voisin, puis le voisin va dire « Hein, c'est pas pire, attends, j'ai mieux que ça. » Et là, vous allez avoir une meilleure idée. Et ça s'applique autant pour votre business, mais pour tous les développeurs dans la salle, là, ça s'applique sur toute bonne idée pour faire du meilleur code, soit dit en passant. C'est pareil. Les statistiques du Québec montrent qu'en moyenne, ça prend à peu près 53 jours pour trouver un professionnel TI au Québec. On s'entend-tu que les meilleurs, ça ne leur prend pas 53 jours pour se trouver une job? Ils peuvent s'en trouver une le lendemain. Alors, vous êtes tous en compétition et le marché fait en sorte actuellement que c'est de plus en plus difficile de recruter des talents exceptionnels. Pourtant, c'est de ça que vous avez le plus besoin. Alors, peut-être que c'est mieux d'en sélectionner moins, mais d'avoir les meilleurs, d'avoir ceux qui sont de l'excellence. Et les meilleurs, soit dit en passant, ce n'est pas ceux qui sont « Hein, il est déjà bon, il a déjà 10 ans d'expérience. » C'est la personne qui a le plus de potentiel et qui valorise cette excellence-là. Google va vous dire qu'ils engagent d'abord l'humain, la personne, pour sa culture avant ses connaissances. Les connaissances sont toutes dans Google. Vous allez juste aller chercher pour les apprendre. Cherchez des passionnés, des curieux. Les employés, c'est des humains. S'il y a une affaire que la nouvelle génération déteste, c'est se faire prendre pour une ressource. Ils ne veulent pas être le numéro 222, ils veulent qu'on écoute leurs idées. Alors, ce n'est pas une ressource, c'est Joe. Puis Joe, il y a de la valeur dans mon entreprise. Parce que de toute façon, je ne peux pas dire « Ah, une fois qu'il aura tout transmis sa connaissance, il va valoir autant que le voisin. » Non, parce que ce qui a de la valeur, c'est lui. C'est son interprétation du monde dans lequel il vit qui a de la valeur. Pour ça, il faut donner le pouvoir aux gens. J'ai été chez un client récemment, en fait, je suis toujours chez un client où on a fait un Kaizen avec un spécialiste Lean, on a dit, OK, on revoit le processus de développement au complet. Il y a des gens dans l'équipe qu'on s'était fait dire, ah, à ce monde-là, ils ne suivront jamais. C'est des leaders. Parce que pour la première fois de leur vie, on leur a dit, tu peux inventer n'importe quoi qui va rendre ta vie plus facile. OK, on brainstorm, là, shoot! Puis maintenant, là, ces gens-là, c'est le monde qui vont le vendre à tout le monde dans l'entreprise. Parce que c'est leurs idées. C'est l'idée des 20 personnes qu'on a assis pendant 5 jours dans une salle, puis qu'on leur a dit, changez le monde. Changez notre entreprise. Parce que de toute façon, avec des gens intelligents, avec des smart creatives, tout est possible. Il faut juste leur laisser le temps. Ça veut dire, par contre, qu'on leur laisse le temps d'apprendre. Hein? Le perfectionnement des individus, c'est aussi de l'amélioration continue. L'amélioration continue, ce n'est pas juste une rétrospective. L'amélioration continue, c'est l'amélioration continue du processus, mais des humains, de chacune des personnes. Un bon développeur doit aiguiser ses connaissances. Un bon développeur doit faire en sorte de rester à jour. C'est hyper important. Et on s'en fout du framework ou du langage. Plein d'appels en candidature demandent « Je veux un développeur .NET, WPF, version 4. » Ça change-tu vraiment de quoi, là, qu'ils connaissent la version 3.5 ou une version de 4? C'est grave? Pas vraiment. Puis de toute façon, dans le monde dans lequel on vit, là, je dis à mes étudiants, tout ce que je vous ai enseigné, vous êtes en 3e année, dans un an, ce sera plus vrai. Ça va tellement vite. Il faut apprendre, si vous faites du web, là, vous êtes probablement dans le JavaScript, OK, vous voulez faire des trucs sur téléphone cellulaire, il faudrait apprendre l'Objective-C, ouais, vieux leg là, du temps où
ou Apple a refait venir Steve Jobs. Ouais, il faut apprendre Objective-C, qu'est-ce que vous voulez? Bon. Mais là, peut-être que Docker arrive, vous dites, ouais, là, dans le cloud, il faut constamment réapprendre. De toute façon, la meilleure qualité que vous pouvez avoir pour un développeur, c'est pas que 10 ans d'expérience en .NET ou en Java. La meilleure caractéristique pour votre développeur, c'est qu'il soit capable d'apprendre n'importe quoi. Parce que de toute façon, il n'y aura pas le choix d'apprendre n'importe quoi. Mais là, certains vont dire, oui, mais si c'est ça, les meilleurs, ils vont partir. Une fois que je les aurai formés, ils vont partir de mon entreprise. J'adore cette citation. Un CFO qui dit, si on forme à fort prix les gens chez nous et qu'ils partent, ça va être un mauvais investissement. Et un CEO visionnaire qui lui répond, imagine si on ne le fait pas et qu'il reste. Le fondateur de Virgin a dit une fois, formez les personnes suffisamment pour qu'ils partent, mais gardez-les parce qu'ils ne voudront pas s'en aller. Traitez-les tellement bien puis offrez-leur un environnement tellement stimulant qu'ils ne voudront pas partir. Considérez dans le perfectionnement le mentorat, c'est une forme qu'on voit de plus en plus émerger parce que c'est la meilleure façon d'entretenir des gens créatifs pour booster les idées. Il y a des gens qui ont le goût de former d'autres personnes. Un modèle un peu comme en médecine, de dire, OK, bien, on va prendre des juniors. Les juniors, ils ont plein d'idées. On va les écouter, mais on va avoir des gens qui vont les mentorer. Puis il y a des gens qui veulent être des mentors aux entreprises. Beaucoup d'entreprises perdent leur meilleur parce qu'ils ont atteint leur stade et disent, j'ai besoin de nouveaux défis. Mentor des gens, laisse-toi influencer. Bref, dans un monde créatif, l'excellence est au cœur de la productivité. Dans ce monde-là de demain, c'est la seule chose qui va vous distinguer. L'excellence va reposer sur des personnes intelligentes, oui, mais surtout sur des gens curieux, sur des gens passionnés. Rappelez-vous d'une chose, vos entreprises reposent sur des lignes de code. Ces lignes de code-là, s'ils ne sont pas agiles, elles-mêmes vont vous freiner. Je l'ai vu plusieurs fois, plusieurs personnes peuvent probablement en témoigner, et ça sera encore plus vrai demain. Soyez agile pour votre entreprise, mais soyez agile dans votre code. Tous les développeurs aujourd'hui, là, quand vous allez retourner au travail lundi, s'il y a une chose, j'aimerais que vous reteniez de cette présentation-là, c'est ça. Mon code que je produis aujourd'hui, est-il agile? Est-ce qu'il répond aux mêmes valeurs? Laissez les gens changer le monde. Comme ça, vous aurez ceux qui auront cette capacité-là. Laissez-les changer le monde, vous pourriez être surpris de ce qui va arriver. Une nouvelle ère a débuté. Vous ne l'avez peut-être pas ressenti, mais elle a commencé dans certains secteurs d'activité. Est-ce que vous êtes prêt à faire face à ça? Est-ce que votre agilité est au rendez-vous? Est-ce que votre code est agile? Merci.